Donc, rebonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire organisé par la FPDC qui portera donc sur le thème de l'art de faire ses déclarations de vol. Pour ce webinaire, donc notre présentateur vedette Henri Geoffroy étant indisponible, donc Gerson Bignon, délégué Sud Occitanie et moi-même, donc Jérôme Fouillot, délégué communication, allons reprendre le flambeau. Donc, je serai en tout cas votre animateur pour la première partie et Gerson pour la seconde. Donc, avant de démarrer, comme je vous ai dit, les micros donc, vont être coupés et les vidéos, il n'y aura que les intervenants qui pourront en tout cas les réactiver et diffuser aussi leur programme. Et le webinaire sera enregistré et diffusé donc sur les réseaux. Donc, avant de démarrer, quelques mots sur la Fédération professionnelle du drone civil et vous rappeler notre formule ou peut-être vous en faire prendre connaissance. Donc, notre motif, c'est fédérer, promouvoir, défendre, conseiller. Donc, à travers ces 4 mots, se destinent de nombreuses actions, mais plutôt que de vous faire un long texte et un long discours, je vais vous lancer une petite vidéo pour vous expliquer en tout cas pourquoi la FPDC, pourquoi y adhérer et on pourra y revenir en tout cas après cette petite vidéo. Je vous lance tout ça. Alors, je vous disais donc, en tout cas, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné en tout cas l'envie de nous rejoindre et de participer à notre groupe de travail et en tout cas pour faire avancer la filière. Donc, tout en bénéficiant de ce qu'on peut vous apporter à la fédération en termes de support, conseils et d'informations en intégrant un réseau professionnel, mais aussi de la visibilité à travers nos communications sur les réseaux, nos webinaires et aussi l'annuaire de nos professionnels qui est directement sur notre site. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas en tout cas à venir nous rejoindre pour pouvoir faire avancer la filière. Voilà, donc ensuite, on a alors le prochain webinaire. Pour le coup, notre campagne de webinaire marquera une pause estivale et reprendra en octobre. Donc, avec des nouveaux thèmes liés à l'actualité de la filière drone professionnelle et d'autres thèmes en tout cas récurrents. Nous marquerons en tout cas pas de vous solliciter à travers en tout cas un questionnaire. En attendant, en tout cas, je vous propose de retrouver tous nos webinaires. Donc, vous allez retrouver nos derniers webinaires, notamment sur la pulvérisation. Vous avez aussi l'innovation. Vous avez aussi le FPV, la lutte anti-drone, la mise en œuvre de la SORA. Donc, tout ça, vous allez pouvoir les retrouver directement sur notre site, donc fpdc.fr ou fédération.drone. Et vous avez même aussi accès à notre page YouTube. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous y abonner. Voilà. Ensuite, si vous voulez en tout cas nous suivre et garder le contact, vous pouvez donc directement sur notre site. Et vous avez aussi les réseaux sociaux qui sont disponibles. Donc, on est présent sur LinkedIn, sur Facebook, Instagram, Twitter, mais aussi YouTube. Alors, pour cette introduction, l'art de faire ses déclarations de vol et comment ne pas être considéré drone malveillant par les autorités. Alors, aujourd'hui, l'usage du drone est à la portée de tous.
Et la multiplication des survols de zones sensibles a mis en évidence l'utilisation croissante de l'espace aérien par ces engins. Ces survols comportent des risques pour le trafic aérien, les propriétés privées, les zones urbaines, les installations vulnérables et les sites sensibles, rendant bien entendu donc le contrôle des autorités compliqué et pouvant parfois conduire certaines administrations à refuser toute demande de survol, pourtant dans le respect de la réglementation, mais aussi des sécurités. C'est pourquoi, nous, en tant qu'exploitants professionnels, il est important de connaître la réglementation, son évolution avec les use space, les outils permettant de l'intégrer à nos missions, dans le but, en tout cas, de véhiculer une image auprès du public qui soit d'un drone bienveillant. Et bien entendu, il est toujours important de toujours continuer à trouver des solutions avec les autorités pour pouvoir exercer durablement et convenablement son activité d'exploitant. Donc, on aura au cours de ce webinaire, parce que normalement on avait prévu que le président de la fédération professionnelle, Monsieur Philippe Boyadis, intervienne. A priori, il n'est pas encore arrivé, donc on le verra. Si, il est arrivé. Bon, bah super. On va pouvoir l'avoir. Super. Bonjour Philippe. Donc Philippe Boyadis va nous faire en tout cas une petite intervention par rapport à ce sujet-là. Donc président de la fédération, vice-président aussi de GEDA. Donc GEDA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Jointe Européenne Drone Association. Donc c'est la première association européenne établie en novembre 2021 avec tous les membres de l'UE et notamment avec aussi d'autres pays pouvant en tout cas la rejoindre. Donc pour ce webinaire, à 18h, donc ouverture, 18h05, on va avoir Philippe Boyadis qui va intervenir. À 18h10, nous aurons donc de la découverte à la pratique de l'art de faire ces déclarations de vol par la formation. Nous allons accueillir donc Sébastien Bordet, directeur du Centre national de formation au métier de demain, et Éléonore Bernier-Séguier, responsable réglementation cybersécurité chez Instadrone, et qui est aussi délégué autorisation de mission à la FPDC. Ensuite, nous aurons donc la complémentarité ou nécessité des applications d'aide à la préparation de vol. Nous allons faire aussi un point sur le use space. Donc, nous aurons l'intervention de Pascal Ball, ingénieur commercial chez InnovaTM. Et à 18h40, nous enchaînerons donc sur un retour concret des difficultés d'opérer à Paris et sa région. Donc là, Gerson reprendra la main pour faire des interviews donc de Herveline Renaud-Fournier, donc gérante d'Adrenaline Prod. Et à 18h55, nous aurons aussi donc les solutions adéquates, tant pour les autorités que les opérateurs exploitants. Exemple de la gestion des autorisations de la zone P62 avec le Major Alain de la Marine nationale. Et nous terminerons à 19h10 à peu près par une conclusion et nous répondrons aux questions qui ont été faites sur le chat. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à poser vos questions sur le chat. Nous y reviendrons, soit on nous donnera les réponses pendant le live ou on y reviendra à la fin. Et nous reprendrons aussi les questions qui ont été posées sur le formulaire d'inscription. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la main à Philippe pour vous dire quelques mots. À toi Philippe. Merci beaucoup Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Ravi avec Jérôme de vous accueillir pour cette conférence sur les autorisations qui est évidemment un élément clé pour nous, pour nos missions. Je pense qu'il faudra ajouter aussi un élément européen puisque l'objectif avec la réglementation européenne est de pouvoir aller travailler chez nos voisins. Donc, l'élément européen est intéressant aussi, quoique aujourd'hui, les outils justement de préparation de mission sont malheureusement aujourd'hui encore des outils nationaux. Je remercie chaleureusement Jérôme Fouillot qui organise cette conférence, ainsi que tout ce qu'il fait pour la communication de la fédération, puisque c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que beaucoup d'entre nous font beaucoup de choses, mais il faut le communiquer, le faire savoir. Et c'est ce que Jérôme fait depuis à peu près 1 an maintenant avec brio. Je pense que vous pouvez le constater sur les réseaux sociaux. Je reprendrai la parole un peu plus tard quand on parlera de Paris, parce que j'ai eu un rendez-vous à 14h avec un député, M. Latombe. Alors, je ne vais pas vous faire d'annonce fracassante, mais je vous
je vous dirai juste certains éléments dont on a parlé avec lui et la suite qu'on envisage pour un soutien de la fédération sur ce sujet. Voilà. Eh bien, écoutez, bienvenue et merci aux intervenants aussi. Et je te redonne la parole, Jérôme. Merci Philippe. Alors, je vais refaire ma présentation. Donc, je tiens aussi à signaler que ce webinaire a été aussi fait avec Gerson Bignon qui a chapeauté en tout cas la moitié du webinaire. Donc, merci à toi Gerson en tout cas d'avoir bien travaillé. Avec plaisir. On va voir d'ailleurs. Voilà, donc on va commencer, vous l'avez vu, par la formation. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, à la FPDC, donc la formation, nous la considérons en tout cas comme une pierre angulaire. Une pierre angulaire pour tout exploitant ayant la rigueur professionnelle de mettre à jour ses compétences, et ce, quel que soit le sujet. La formation est un moyen de transmettre de bonnes bases fiables concernant la préparation de missions par drone et apporte sans nul doute donc une plus-value, de l'expérience, un savoir-faire qui n'est pas forcément écrit dans les textes réglementaires, ni même sur les sites internet et encore moins sur les groupes de discussion dans les forums. C'est pourquoi nous l'évoquons à travers chaque webinaire, mais en tout cas, attention pour celui-ci, et comme pour les autres, ce n'est pas un cours qu'on va vous faire en tout cas de formation, et notamment là, un cours de formation sur comment faire ces déclarations. C'est surtout vous montrer en quoi il est important de passer par cette étape de formation, et en tout cas pour tout exploitant. Donc, ceci dit, accueillons donc sans plus attendre Sébastien Bordet, donc directeur du centre de formation au métier de demain, et Éléonore Vernier-Séguier, responsable réglementation cybersécurité chez Instadrone et délégué autorisation de mission à la fédération, qui vont nous parler en tout cas de la découverte de pratiques de l'art de faire ces déclarations de vol par la formation. Je te laisse la main, Sébastien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire organisé par la FPDC. Avant de me présenter, je voulais remercier Philippe pour son introduction et merci à toi, Jérôme, pour la préparation et l'organisation de ce moment. Merci de nous avoir conviés en tant que participants au webinaire consacré à l'art de faire ces déclarations. Donc, je me présente, je suis Sébastien Bordet, je suis télépilote de drone depuis 2016. J'ai effectué de nombreuses missions techniques de drone en Savoie et en Haute-Savoie pendant 7 ans au sein du réseau Instadrone. Donc, le réseau Instadrone a été fondé en janvier 2014 par Cédric Bottella. Donc, nous allons fêter nos 10 ans dans quelques mois. Instadrone, c'est un prestataire de services par drone avec son siège social qui est situé à Servian, à proximité de Béziers, et son bureau d'études qui est spécialisé dans le traitement de la donnée. Mais c'est aussi un réseau d'opérateurs, comme vous pouvez le voir sur le slide, qui comprend 30 agences sous licence de marque sur le territoire national et une dizaine à l'étranger. Ça représente 50 télépilotes et un parc machine de plus de 150 drones avec les marques Hexadrone, Delair, Multinov, Parrot et DJI. Quelques chiffres au niveau d'Instadrone concernant le CA. Donc, on a doublé entre 2020 et 2022, le CA a quasiment doublé. Et en 2022, nous avons effectué plus de 8000 missions drones, d'où la nécessité pour nous de créer un service réglementation et aide à la préparation de missions en interne. Donc, c'est pour ça qu'il y a Sébastien Copin et Éléonore Vernier-Séguier qui nous ont rejoints l'an dernier. Voilà. Au niveau de… Donc là, je vais me présenter, puisque maintenant, je ne suis plus, entre guillemets, télépilote opérationnel sur le terrain. J'ai rejoint Béziers l'an dernier, en 2022, pour être responsable du centre de formation de télépilote d'Instadrone, le CNFMD. Donc, on a créé ce centre fin 2021, fin novembre 2021, suite à une demande des clients qui voulaient obtenir cette compétence de télépilote, donc ce sont tous des professionnels, et utiliser le drone comme outil dans leur mission de tous les jours. Donc, nous sommes situés dans les locaux d'Instadrone, pareil, nous avons 15 mois d'existence et nous avons accueilli avec plaisir une trentaine d'apprenants professionnels. Donc, c'est grâce à l'expérience que nous avons acquise lors des dernières années que nous transmettons à nos apprenants le savoir-faire, les bonnes pratiques, notamment en matière de sécurité. Donc, nous sommes également certifiés Calliope et nous sommes labellisés FPDC en 2022 et 2023, ce qui nous permet de dispenser des formations certifiantes. Donc, voilà pour la présentation. Désolé, j'ai pris un peu de temps. Jérôme. Oui.
Allez, je retransmets. Ok, donc de la découverte à la pratique de l'art de faire ses déclarations de vol par l'information. Premier thème abordé, donc c'est pas des moindres, c'est de savoir quelles sont les étapes importantes de la préparation de mission dans le parcours de formation, les outils que vous allez publiciter et puis la posture en tout cas que l'apprenant doit adopter et pourquoi pas son ressenti. D'accord. Alors au niveau du centre de formation, le CNFMD, comme les centres de formation qui sont labellisés par la FPDC, avant que les gens arrivent chez nous, les apprenants arrivent chez nous, on établit bien sûr un positionnement, ce qui nous permet vraiment de déterminer leur niveau et leur connaissance par rapport aux drones et de leur délivrer une formation adaptée. Parce que le but de la formation, c'est que l'apprenant soit autonome et compétente à réaliser ses missions en toute sécurité et en appliquant la réglementation en vigueur. Donc, il y a toute cette préparation en avant où on va positionner bien sûr l'apprenant. Et la préparation mission fait partie des 3 modules enseignés puisque cette formation a été faite par la FPDC. Et donc, le premier module, qui est la préparation mission, est l'un des modules les plus importants, bien évidemment, puisque ça va permettre de faire des missions drone en respectant la réglementation en vigueur et en toute sécurité. Donc, c'est vrai qu'au départ, pour nos apprenants, ce n'est pas forcément évident quand on ne pratique pas, devient, grâce à un raisonnement, une méthodologie approuvée, un savoir-faire qu'on transmet au niveau de notre centre de formation, comme des autres centres de formation labellisés par la FPDC. Donc, pendant la formation, pour les personnes novices, bien sûr, on va leur expliquer un peu tous les outils de base qu'on va utiliser et travailler avec eux au fur et à mesure pour les faire progresser, bien sûr, au fur et à mesure et qu'ils puissent voir un peu tout ce qui se fait, pourquoi on utilise tel site, dans quelles conditions, etc. Pour les personnes plus confirmées, c'est des mises à niveau où là, on leur fera faire directement des préparations missions sur des missions réelles avec une correction. Et ensuite, après la formation, bien sûr, tout ça, il y a une continuité avec les apprenants, et notamment par rapport à la réglementation qui évolue régulièrement, on les tient au courant et informés suite à leur formation. Au niveau des outils qu'on plébiscite, alors forcément la base, ça va être les sites comme Alpha Tango, bien sûr, Géoportail, SIA Sophia, des checklists qui sont mises en place. Et bien sûr, la base de la base, ce sera le CERFA 15476 pour les déclarations en mission en scénario S3. On parle également des sites d'aide à la préparation, puisqu'il s'agit d'une complémentarité et qu'il y a une demande, il y a un besoin au niveau des apprenants chez nous en fonction du nombre de missions qu'ils réalisent. Et c'est intéressant de voir pour eux ce qui existe comme Drone Keeper, Max7, Clearance, Flyby et d'autres. Nous, personnellement, on utilise au niveau d'Instadrone, Drone Keeper. Voilà. Il est nécessaire de connaître les bonnes pratiques de base pour s'émanciper et notamment s'émanciper des problèmes techniques. Ça a été le cas avec Alpha Tango en mars pendant 2 jours. Et donc, les personnes qui ont appris à faire leur CERFA 15476 ont pu quand même réaliser leurs demandes et ne pas perdre de temps dans leur mission. Et concernant la posture de l'apprenant, alors nous, on a la chance de ne recevoir que des professionnels essentiellement. Donc, c'est des gens qui sont volontaires, qui ont envie d'apprendre et de progresser pour être autonomes. Petite question justement par rapport aux outils. Est-ce que vous avez des personnes qui arrivent en centre de formation et qui vous disent bon, moi, je n'ai pas besoin de la réglementation parce que quelque part, j'utilise des outils d'aide ou des choses comme ça? Alors, pour l'instant, non, ça ne nous est jamais arrivé. Bon, il se pourrait, mais malgré tout, même si la personne utilise, le fait qu'on ait une certaine expérience, un savoir-faire, des astuces, malgré tout, elle apprendra toujours au contact des centres de formation et des formateurs. Et le ressenti de vos apprenants, justement, quand vous abordez la réglementation, est-ce que vous abordez aussi la réglementation européenne dans votre discours? Alors oui, la réglementation européenne, nous on en parle, forcément, on l'aborde, mais c'est vrai qu'on ne rentre pas dans les détails. On veut éviter une confusion avec la réglementation française parce qu'actuellement, nous sommes toujours en période de transition, où tout sera mis en place au 1er janvier 2024. Et d'autant plus que la réglementation européenne peut être amenée à évoluer, comme on le voit régulièrement avec la réglementation française. Donc, on pense que lors de sa mise en place effective, là, il sera opportun de faire des remises à niveau, du maintien en compétences, comme ça se pratique régulièrement dans le monde du drone.
Donc, on en parle bien sûr avec nos apprenants. Ils n'ont pas trop d'a priori pour le moment et ils sont un peu comme nous, ils vont voir arriver et on se mettra à ce moment-là en ordre de marche, en ordre de bataille. Et donc, pour vous, bon, c'est un peu répondu dans les questions, mais le sujet de la formation, en tout cas sur la réglementation, c'est uniquement quelque chose que l'on doit voir à la formation initiale ou c'est quelque chose qui va être retranscrit après plusieurs fois ou vous allez faire des mises à jour? Alors, c'est évident que la préparation mission est très importante durant la formation initiale puisque c'est là qu'on acquiert les bonnes bases, les process, la façon de travailler, etc. Mais c'est vrai que la réglementation évolue tellement rapidement qu'on sollicite toujours nos apprenants en leur disant voilà, il faut vous tenir régulièrement informés. On le fait, nous, forcément, par une liste de diffusion, mais on leur demande également d'avoir une veille réglementaire sur les sites officiels comme écologie.gouv.fr, l'IASA Europa, la newsletter d'Alpha Tango, la newsletter de la FPDC. Voilà, on les invite vraiment à faire ça. Et ensuite, bien sûr, on a des exploitants qui viennent pour des formations métiers, donc ils ne sont pas des formations labellisées par la FPDC, mais ces exploitants viennent chez nous et c'est vrai qu'on se rend compte en général qu'ils ont vraiment un besoin de se mettre à jour. Alors, c'est pour ça que vraiment la réglementation, elle est importante et la préparation mission, que ce soit pendant le cycle de formation ou après en tant qu'exploitant, c'est vraiment important de tout le temps rester en veille et de se mettre à jour régulièrement. Ok. Et sinon, alors peut-être des petites anecdotes sur lors de formation, sur justement des personnes qui ont connu la réglementation depuis un certain temps ou qui ne sont pas forcément à jour? Alors, c'est surtout par rapport à la réglementation européenne où il y a des amalgames qui sont faits. C'est vrai que la plupart pensent encore aux activités de loisirs, aux activités professionnelles. Et c'est vrai que la réglementation européenne ne prend plus en compte ces facteurs, mais ce sera plutôt lié à un facteur de risque. Donc, c'est vrai que pour certains, ils ont tendance à mélanger un peu tout ce qui était fait dans la réglementation française et la réglementation européenne. Mais on leur parle évidemment des scénarios nationaux, des futurs scénarios européens, bien sûr, et des catégories en place, catégories ouvertes, spécifiques, et dans un second temps certifiées. Voilà. Ok. Et juste pour en revenir, en tout cas sur la réglementation européenne. Donc oui, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas encore définitif, donc abordé, pas en détail. Quelles évolutions en tout cas attendre peut-être pour que ça soit bien mis en place et que vous puissiez en tout cas la diffuser à travers le centre? Tout simplement qu'il y ait une seule réglementation en cours, parce que c'est vrai qu'en période de transition, c'est compliqué, puisqu'il y a deux réglementations, entre guillemets, qui sont là. Donc, le jour où, effectivement, il n'y aura que la réglementation européenne, ce sera bien évidemment plus facile pour nous de l'enseigner et de s'y adapter. Et bien sûr, on est en relation permanente avec la FPDC aussi pour parler de tous ces sujets et comment faire pour bien aborder ce passage pour tout le monde à la réglementation européenne. Et donc, juste dernière question, et donc le ressenti des formés à la fin d'une formation réglementation, il se trouve comment? C'est quelque chose qui est lourd ou c'est plutôt quelque chose sur lequel ils sont contents d'avoir… Alors, ils se rendent compte de plusieurs choses. Ils se rendent compte déjà qu'il y a beaucoup de paramètres à vérifier selon l'endroit de la mission. Il y a la nécessité de mettre en œuvre des process, des checklists avant chaque étape pour pouvoir avancer étape par étape, préparation mission, préparation machine, vol normal ou anormal. Il y a la difficulté aussi, ils se rendent compte de la difficulté de mettre en œuvre la sécurité des tiers et le respect de la vie privée des citoyens, et bien sûr la réglementation qui évolue constamment. Après, au niveau des principales difficultés en préparation mission, ça va être la lecture de la carte OACI, par exemple avec sa légende, les nombreux acronymes qu'on trouve dans le domaine aérien. Pour certains, l'espace aérien n'est pas concret également. Ensuite, il y a toute cette coordination qui doivent prendre en compte par rapport aux demandes en fonction des délais imposés, de la météo, les anticipations pour faire les relances, etc. Donc, ils voient un peu tout ça. C'est vrai que c'est un peu difficile au début, mais au fur et à mesure, ils apprennent. Et en fait, les gros points de satisfaction pour eux, c'est qu'à la fin des formations, ils sont fiers d'avoir acquis une nouvelle compétence et sont satisfaits d'être autonomes pour réaliser leur préparation mission et pouvoir voler sereinement avec la réglementation en vigueur. Ok, bon, très, très bien. Merci Sébastien.
On peut peut-être passer la main à Éléonore, peut-être, pour donc les exceptions et anomalies, étrangetés que vous avez pu rencontrer donc, dans la réglementation. Oui, on va faire une petite conclusion sur ce que Sébastien vient de nous présenter. Alors, je n'arrive pas à définir si c'est une exception, une anomalie, mais on aurait aimé vous parler des protocoles avec les aéroports qui peuvent être disparates sur le territoire. Donc, dans la majorité des cas, lorsque votre vol va se trouver dans une zone de protection d'aéroport, il suffit d'envoyer une demande de protocole à celui-ci en indiquant les principales caractéristiques du vol pour pouvoir établir ce protocole et avoir une autorisation de la part de l'aéroport. Cependant, en France, il y a certains aéroports qui sont gérés par des entités privées, EDIS majoritairement, et qui rendent payants ces protocoles de survol aux télépilotes qui en font la demande. Donc, ça va se matérialiser de la manière suivante. Soit on va devoir se rendre sur un site particulier comme Clearance, par exemple, pour réaliser une demande et payer par la même occasion pour réaliser son protocole. Ou alors, il est nécessaire de contacter directement le gestionnaire qui va établir un protocole unitaire, on va dire, comme certains aéroports, par exemple Le Mans, Orléans, Laval, et qui vont pouvoir facturer selon leur propre grille. Donc, ça peut aller jusqu'à 80 € le vol. Et un petit mot pour dire qu'on travaille actuellement à la FPDC afin de faire avancer les choses à ce niveau-là, essayer d'harmoniser un petit peu sur le territoire français ces protocoles payants et demander éventuellement des accords de longue durée éventuels ou voilà, quelque chose dans ce style. Si certains d'entre vous souhaitent rejoindre la FPDC sur ces sujets-là, n'hésitez pas, ou bien intervenir sur certains thèmes bloquants. On est à votre écoute et pour discuter de ces sujets ensemble, notamment les exceptions et les anomalies rencontrées. Merci Éléonore. Et oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Rejoignez-nous, il y a du travail, en tout cas. Il y a du travail pour faire avancer la filière et sur plein de thèmes, il n'y a pas que la réglementation, entre autres. Merci en tout cas pour votre intervention. Donc, on a vu en tout cas la formation. Maintenant, on va voir. Merci à vous deux, donc Sébastien et Éléonore. On a vu la formation. Maintenant, on va voir donc, quels outils peuvent encore nous aider à la préparation de mission. Donc, maintenant, accueillons monsieur Pascal Bat, donc ingénieur commercial chez InnovaTM, dont vous connaissez sûrement le service d'aide à la préparation de vol, DroneKeeper, qui va intervenir donc justement sur la question de la complémentarité et de la nécessité de ces logiciels applications. Et dans un second temps, il nous parlera et il va surtout nous expliquer ce que sont les U-Space et pour lesquels InnovaTM sera l'un des principaux acteurs sur le territoire français. En tout cas, je vais essayer. Bonjour Pascal. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à Sébastien et Éléonore d'avoir insisté sur la formation parce que chez nous, la société InnovaTM, nous sommes éditeurs de logiciels pour la plateforme de préparation de mission DroneKeeper, mais aussi la plateforme de validation par les autorités qui s'appelle U-Space-Keeper. Voilà, comme ça, vous avez le rôle de ces deux plateformes. Donc, je voulais remercier à la fois Éléonore et Sébastien pour avoir bien insisté sur la nécessité d'une formation professionnelle, je dirais. Parce que moi, je rencontre, je ne veux pas dire tous les jours, mais toutes les semaines, des personnes qui se posent des tas de questions et quand on leur demande où avez-vous été formé, où est-ce que vous avez été formé, souvent c'est un petit peu, non, on s'est formé soi-même, avec des livres, avec des connaissances. Or, et je l'ai vu tout à l'heure dans le chat, il y a cette idée de reconnaissance du monde du drone qui est un peu compliquée à venir, alors qu'il y a une vraie demande et des besoins et des solutions avec le drone. Je pense que plus on va former les gens, en formation initiale, j'entends, mieux on pourra, plus on aura d'impact et de développement pour le drone. Voilà en guise d'introduction ce que je voulais dire, simplement. Donc je remercie les autres, en fait. Tout à fait d'accord avec vous. Donc, je vous laisse vous présenter, en tout cas, et puis votre société. Alors bon, je l'ai fait un petit peu, mais voilà, InnovaTM est une société qui existe depuis 10 ans. Elle a été créée par 2 ingénieurs issus de l'aéronautique qui travaillaient déjà dans le drone, mais chez Thales, la maison Thales, on peut les citer maintenant, j'espère. En tout cas, ils ne nous en voudront pas.
Donc, depuis 10 ans, la première chose qui a été faite, en fait, ça a été la mise à disposition des services de la DGAC au sens large, d'une solution qui permettait de valider les demandes d'autorisation de vol par drone. C'est donc à cette époque-là qu'a été créé U-Space Keeper. C'était à peu près en 2017, le temps que tout ça se mette en œuvre. Et vers 2020 a été créé Drone Keeper, qui a été porté donc à l'usage des télépilotes. Donc Drone Keeper, ça permet de retrouver l'ensemble des démarches et contraintes d'une zone de vol que l'on a dessinée au préalable sur la plateforme. Voilà ce que je peux vous dire. Aujourd'hui, U-Space Keeper, c'est à peu près 80 000 missions validées par an, et on est à peu près dans les mêmes eaux pour Drone Keeper. Et comme c'est une activité qui évolue énormément, on augmente chaque année un peu plus. Avec cette idée, pour l'outil Drone Keeper, c'est qu'il est à l'écoute des télépilotes. En ce sens où nous portons toute la partie démarche et réglementation avec des contacts qui peuvent s'effectuer, enfin les demandes de validation qui peuvent s'effectuer directement depuis la plateforme, mais on essaie aussi de développer des fonctionnalités dans l'autre sens lorsque des télépilotes nous parlent de besoins spécifiques à leur métier. Télépilote n'est pas un métier, c'est surtout l'usage qui va être fait des data pris, des médias pris. Voilà, donc notre but et notre activité, c'est surtout faciliter la vie au télépilote. Le télépilote n'est pas un champion, entre guillemets, pardon, mais passez-moi ce mot, mais son métier, c'est pas de préparer la mission. C'est important, c'est essentiel, on vient de le dire. Mais c'est pas son métier. Son métier, c'est de capter des datas, des données, des vidéos et de les rendre, d'avoir un livrable acceptable pour ses clients. Voilà tout simplement. Pour ce qui est de la question, merci Jérôme, comment fonctionne Drone Keeper en 4 étapes. Je dessine ma zone de vol, j'y mets les dates et heures d'intention de vol, évidemment. Je sélectionne une petite partie, est-ce que je suis en zone peuplée, est-ce que c'est un drone DJI par exemple, etc. Je sélectionne mon drone ensuite, mon aéronef, dans une liste importée depuis Alpha Tango, et après vous avez l'ensemble des démarches et contraintes qui apparaissent et que vous pouvez, au travers d'un mail qui récapitule l'ensemble de la préparation de mission, vous pouvez adresser ce mail aux autorités compétentes. Pour faire très simple, en 4 étapes. Voilà. Bah, pour l'avoir essayé, je vous rejoins sur le point. C'est vrai que tout est conditionné, notamment quand on sélectionne son drone, après sur savoir si on est en agglomération ou pas. Donc non, c'est vraiment en tout cas une bonne aide. Et justement, je reprends un peu la question que vous avez un peu répondu tout à l'heure. C'est une véritable aide ou un risque de rendre quelquefois les exploitants moins autonomes sur l'heure de déclarer? Alors, je vais me faire l'avocat du diable. C'est une aide qui autonomise, mais qui n'empêche pas la responsabilité du télépilote. Auquel cas, bien entendu, c'est à lui de vérifier les informations qu'on lui porte. Non, dans le sens où, lorsqu'on lui porte les informations, elles ont déjà été vérifiées par nos soins. Cependant, rien n'empêche pour lui de se tenir au courant. Sébastien l'a bien rappelé tout à l'heure, avec toutes les évolutions qu'on peut avoir tout au long de l'année. On parlait tout à l'heure de l'évolution vers la réglementation européenne. C'est sous 2 ans maintenant, c'est 2025 de mémoire. Alors elle cohabite aujourd'hui, néanmoins il faut se tenir au courant de toutes les évolutions qu'il peut y avoir, et notamment celle qui va concerner les U-Space, qui est une réglementation sans être une réglementation, mais qui aura un impact, bien évidemment, sur les télépilotes et leur préparation. D'accord. Oh là, il y a du monde qui arrive là. Ça arrive. Justement, en parlant de télépilote, est-ce que les utilisateurs ont une part, quelque part, de contribution dans ce que vous êtes à l'écoute? Alors, c'est plus que ça. C'est plus que ça. En fait, chez InnovATM, nous sommes une trentaine d'ingénieurs. Pour la plupart, nous ne sommes pas télépilotes. Pour être tout à fait honnête, il y en a 2. Voilà. Donc, on n'est pas du tout télépilote. Cependant, on sait traduire en langage codé informatique les besoins que rencontrent les télépilotes sur le terrain. Alors, toutes les informations qui pourraient aider de manière collective, collaborative, à améliorer les fonctionnalités de Drone Keeper, nous sommes à l'écoute.
Je vais citer comme exemple, sans citer de nom, mais nous avons un client important qui a 150 télépilotes à gérer. Donc, grosse équipe, hein, on va dire, évidemment, 150 télépilotes, c'est assez énorme. Ils nous ont demandé de créer des mini-équipes par région, donc jusque-là tout va bien, mais de savoir pour chaque télépilote qui vole à quelle heure en temps réel, d'une part, en planification également, et de pouvoir gérer également les heures de vol. Hein. Vous savez qu'en fin d'année, il faut déclarer le nombre d'heures de vol effectuées, sous tel type de scénario, etc. Donc tous ces éléments-là, on les a déployés, développés à la suite de l'identification de leurs besoins qu'ils nous ont formulés. Voilà. C'est un des exemples. J'en aurai d'autres, comme par exemple pour les pompiers avec qui on peut travailler. On ne travaille pas avec tous les pompiers de France, c'est dommage, mais bon, ça viendra peut-être. En tout cas, la problématique des pompiers, lorsqu'ils ont un incendie qui se déclare, ils sont prévenus. S'ils devaient attendre 5 jours pour envoyer le drone, pour dire bon ben voilà, on aimerait bien faire quelques images, ça n'a plus de sens, quoi. L'idée étant d'intervenir directement. Donc on a mis en place avec eux des protocoles d'accord qu'ils avaient déjà en fait. Hein. Ils passaient des coups de fil pour pouvoir envoyer, mais entre passer 5 coups de fil et passer moins de 2 minutes à préparer sa mission et envoyer un mail de notification, d'information à toutes les autorités, voilà, ils ont gagné un temps fou, parce que tout ça peut être même fait sur leur tablette depuis le véhicule qui les amène sur le site. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous la mission opérationnelle, c'est-à-dire que quand ils ont une mission et qu'ils décalent, hein, quand ils partent sur le site, le temps d'y arriver, ils ont déjà informé les autorités qu'ils sont en train de voler ou presque. D'accord. Donc voilà par exemple. Hein. Après, je dirais bienvenue à tous, bienvenue à tous les messages qui pourraient aider. Encore une fois, c'est une plateforme collaborative, c'est ça qui est intéressant. Hein. On partage. Si ça peut servir à plusieurs secteurs d'activité, je ne sais pas, l'agriculture, le BTP, que sais-je encore, hein, plein d'autres bien évidemment. Si ça peut servir au plus grand nombre, on mettra la fonctionnalité en place. Merci. Des évolutions peut-être attendues ou souhaitées sur… Souhaitées, européen. Voilà, on parlait tout à l'heure d'Europe. Je participe aux premières négociations pour essayer d'étendre d'avoir un drone keeper, je dirais, européen. Voilà, tout ça se fera pas à pas, hein, ce ne sera pas demain pour les impatients. La complexité, elle est dans la réglementation et c'est surtout le niveau d'application de la réglementation dans chaque pays européen. Je parle de la communauté européenne. Là. Vous n'aurez pas la même application en Allemagne ou en Pologne, par exemple, pour parler de ces deux-là. De la même manière en Espagne, en Italie, etc. Donc, tous n'ont pas non plus des solutions offertes, hein, des solutions du type Drone Keeper, qui permettent de préparer une mission et d'adresser sa demande aux autorités. Donc, tout ça est en cours d'essayer d'avoir quelque chose qui soit uniforme au niveau européen, comme l'est l'Europe, je dirais, finalement. Oui. Ok, bon, bah, très, très bien. Merci en tout cas pour cet échange sur Drone Keeper. Je vous propose maintenant qu'on aborde en tout cas les use space, hein, parce que les use space, quelque part, c'est pour demain. Je mettrai une petite nuance, je dirais après-demain. Après-demain, d'accord. Alors, oui, on pourrait dire… alors, petit point d'abord sur une définition des use space. Voilà, merci pour l'image. Alors, on imagine là un peu l'idée, c'est de gérer l'espace aérien basse altitude avec un volume de drones qui serait plus important qu'il n'est aujourd'hui. C'est-à-dire d'un point A à un point B, avoir des livraisons qui se fassent d'un point A à un point B de manière régulière. Je vais dire toutes les demi-heures, par exemple. C'est un exemple qui n'est pas forcément concret, mais voilà. Par exemple, toutes les demi-heures, avoir un drone qui aille du point A au point B et retour, hein, bien entendu. Par exemple. Alors, je parle là de courte distance, évidemment, hein, après, quand on va allonger les distances. Donc, on comprend bien que quand on a une autoroute, comme on les a appelées, chez InnovaTM, chez Drone Keeper, et U-Space Keeper, d'ailleurs, quand on a une autoroute de drone, bien évidemment, il faut à la fois tenir compte de son propre vol, savoir s'il n'y a pas d'obstacle, si on est bien dans la réglementation, tenir compte des autres dronistes, drones qui viendraient en croiser le corridor,
mais également de toute l'aviation commerciale, si j'ose dire, aussi militaire, mais commerciale, qui peut ressembler à des avions, mais aussi des ULM, mais pourquoi pas aussi les hélicoptères du SAMU, etc. Voilà, il faut que tout ça soit en harmonie, je dirais. Et le mot n'est pas vain, je dirais en harmonie. Donc le rôle du gestionnaire de U-Space que nous sommes, c'est la mise en œuvre de l'ensemble de l'infrastructure en termes de plateforme, c'est-à-dire être capable d'identifier chaque mouvement dans le ciel, qu'il soit basse ou haute altitude, en temps réel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, est capable de la reporter et d'informer l'ensemble des protagonistes, acteurs du ciel que l'on gère, ou de la partie de ciel que l'on gère, on va dire. Le deuxième point, c'est pour ça, il faut des infrastructures au sol. On n'a rien inventé là-dedans. Ça va être des antennes, ça va être la mise en œuvre d'un ensemble de capteurs, d'écoute, quelque part, qui vont nous permettre d'identifier qui est qui et qui fait quoi. Je dis bien d'identifier, puisque dans ces U-Space, tous ceux qui entreront seront identifiés ou identifiables. Évidemment, vous allez me dire, il peut toujours y avoir des drones malveillants, comme on les appelle. Bien cela, comment dire, s'ils sont détectés à un moment donné, selon le type d'antenne que l'on aura déployé, parce que ça dépend du corridor, seront tout simplement interceptés. Alors, pas forcément par nous, hein. Nous, on est... Attention, on ne peut pas tout faire non plus. Et puis, c'est pas avec une puisette à papillon que ça va marcher. C'est pas aussi simple que ça, bien entendu. Mais ceci étant, voilà, ça fait partie des éléments qui nous demandent. Aujourd'hui, les ASA demandent, alors par l'intermédiaire de la DGAC, d'avoir ces 4 services de base lorsqu'on est USSP, U-Space Service Provider, donc fournisseur de services U-Space, que sont là les autorisations de vol, ce qu'on fait déjà avec U-Space Keeper, la géovigilance, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'il y a dans notre corridor, l'identification du réseau, savoir qu'il est là, mais savoir aussi qui entre dans ce réseau, bien entendu. Tout ce qui va concerner... on a rajouté, nous, là, la météo, etc., mais les informations, sur la circulation à l'intérieur. Et on a mis ces deux, pardon, je me perturbe là tout seul. Il y a mon chat qui gratte, en fait, voilà, pour tout vous dire. Je suis à la maison, il y a mon chat qui gratte à la fenêtre, tu veux partir. Donc, il y a ces 2 services complémentaires que sont la météo et le contrôle de la conformité du vol, tout simplement. Ok. Donc, vous avez plus ou moins répondu, en tout cas, à une question que je voulais vous poser, qui était de savoir s'il y avait des protocoles d'accès, autorisations et dérogations. Donc, vous avez plus ou moins... Autorisation, il va y avoir... Dérogation. Voilà, le fait d'avoir un U-Space, où que ce soit, ça crée une nouvelle démarche, une nouvelle contrainte pour pouvoir entrer. C'est-à-dire, ça peut être naviguer complètement dans cet espace ou bien simplement le traverser, par exemple. Ou avoir une partie de ma zone de vol qui entre et qui ressort, etc. Voilà. Ça va demander à ce que vous déclariez, en tant que télépilote, une demande de validation pour pouvoir effectuer ce vol dans cet espace-là. Même s'il n'est pas entièrement dans le U-Space, bien entendu, même s'il ne fait qu'entrer et ressortir sur, je sais pas, 20 mètres, par exemple. Si tu permets, Jérôme, que je pose une question à Pascal. Ouais. Donc, une question qui est posée sur le fil de discussion concernant le péage. Donc, effectivement, si vous faites un travail, on imagine que vous allez être payé pour ça. On aimerait bien, oui. Il va falloir que quelqu'un paye. Donc, est-ce que ça va être les opérateurs? Est-ce qu'on a une idée? Je pense qu'on n'en a pas, mais est-ce qu'on a une idée des coûts? Est-ce qu'il y a une concurrence sur ce marché? Est-ce que vous serez les seuls en France ou est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce qu'on peut craindre une concurrence d'opérateurs USSP qui ne soient pas européens? Alors, USSP non européen, dans l'immédiat, je ne pense pas. Par contre, lorsque nous sommes en cours on est USSP Extended, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est avec l'ERANS, notamment et Thales par exemple, on a été lauréat de l'appel d'offres de répartition des CTR en France, etc. Nous sommes en cours de certification, ça devrait arriver juste avant l'été ou à peu près en fonction.
Et le premier use space devrait arriver quand? Ah, bonne question, excellente question. Les tests auront lieu en juillet. Second semestre, je dirais, pour être large. On aimerait bien que ça aille plus vite, mais ce n'est pas aussi simple à mettre en œuvre que ça. Pour une simple raison, hein, c'est que pour l'instant, première chose, ces use space pour lesquels moi je travaille, en tout cas pour lesquels on a des projets sérieux, concernent tous le domaine de la santé. Qui dit santé, dit d'un hôpital à un laboratoire ou d'un hôpital à un autre hôpital, etc. Donc, on est forcément en zone peuplée, ce qui crée évidemment des difficultés pour le choix du drone, qu'il soit suffisamment sécurisant pour, en cas de chute, en cas de problème, qu'il ait le moins d'impact possible. Et ça, on est dans la négociation, évidemment, avec les autorités pour essayer de trouver le meilleur des drones, d'une part. Aucun drone n'est certifié au niveau souhaité par la réglementation aujourd'hui. C'est là un peu notre décalage. Mais l'ensemble de ces certifications, enfin, en tout cas pour 3 au moins, va arriver d'ici cette fin d'année. Donc d'ici cette fin d'année, on aura tous les outils. Les drones, les use space, on a juste à les mettre en place. Et les études préalables pour la mise en œuvre des use space, je vous parlais d'un hôpital à un autre hôpital, c'est l'étude des densités de population, par exemple, qui nous permet d'être dans des classifications. Au niveau des coûts? Les coûts pour qui? Pour nous, très cher. Pour l'opérateur qui doit réaliser une opération au sein de ce use space. Alors, l'opérateur, il n'y a pas de modèle figé, je tiens à le préciser aujourd'hui. Le modèle figé, c'est un péage qui peut tourner aux alentours de 10 €. Le péage, donc la déclaration en fait. Mais ça, ce n'est pas un modèle figé. Le modèle économique, véritablement, va dépendre du volume généré par le premier donneur d'ordre, celui qui a besoin, l'hôpital par exemple, qui a besoin de faire voler des drones pour des échanges entre 2 places. Selon ce volume, on pourra peut-être réduire ou ajuster les coûts pour les opérateurs. Mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire, en fait. Il y a 2-3 modèles économiques. On pourrait imaginer, je ne vais pas monopoliser parce qu'il y a d'autres intervenants après, mais on pourrait imaginer que ce soit l'hôpital qui paye puisque c'est lui qui utilise le use space. Oui, tout à fait, mais il se peut aussi qu'il ne soit pas seul à utiliser le use space. Il se peut à terme qu'il y ait dans un use space plusieurs utilisateurs. Je pense par exemple au domaine de la santé, au domaine de la logistique, avec qui on travaille également, pour des livraisons un peu plus conséquentes. Pourquoi pas, à un moment donné, les taxis drones, dont on a tous vu qu'ils allaient être utilisés peut-être au JO de 2024. Ouais. Et bien, pourquoi pas mettre tout ce monde dans ces corridors et répartir les coûts. Sur ces bonnes paroles, je vais reprendre la main pour le coup. Donc bon, alors oui, le coût de la redevance, c'est bon, c'est la question qui a été posée. Donc, mais encore une fois, c'est pas figé là aujourd'hui. J'insiste beaucoup. Voilà. Après, juste Jérôme, pour répondre à votre question, quand ça va arriver, vraisemblablement, peut-être quelques-uns deuxième semestre. Une bonne partie va vraiment arriver sur 2024-2025, on va dire. Voilà. Nous, on a à peu près, je dirais, entre 30 et 40 corridors pour lesquels on fait les études actuellement, sur toute la France. Donc, il n'y en a pas qu'un, quoi. Hein. C'est important de le comprendre. C'est un vrai bouleversement si c'est accepté par la société. Tout à fait. C'est vrai que ça va changer, on va dire, le paysage de regarder en l'air et de voir des drones circuler. Pour le coup. Merci en tout cas, Pascal Ball, de nous avoir parlé en tout cas déjà de DroneKeeper. Donc, je pense aussi sans nul doute que les use space seront intégrés à terme dans DroneKeeper. Complètement. À partir du moment où on aura, c'est déjà le cas, je veux dire quelque part, mais à partir du moment où on utilisera DroneKeeper, on aura accès au use space, le cas échéant, et donc les déclarations seront directement adressés sur le use space, au gestionnaire du use space, donc InnovaTM, nous. Alors l'avantage, c'est que les réponses seront quasi immédiates si la place est disponible, je dirais. Voilà. Donc ça ira plus vite de ce côté-là.
Merci Pascal Ball, donc de Merci, Innovateur, Jérôme. pour cette intervention. On va passer à la suite. Donc, on a donc vu avec nos deux premiers intervenants comment faire en sorte de maîtriser l'art de faire ces déclarations de vol avec la formation, donc comme toute base. Et donc, merci au Centre national de formation des métiers aux métiers de demain avec Sébastien Bordet et Eleonore de nous avoir en tout cas illustrés par leurs propos. Et notamment aussi par les outils venant sécuriser donc un peu plus vos préparations et gagner aussi par la même occasion du temps. Donc merci à Pascal Ball pour cette intervention. Néanmoins, malgré ce respect de la réglementation et des règles de sécurité, les demandes dans certaines zones, et plus particulièrement dans la zone P23, celle de Paris, sont en grande majorité refusées. Pourquoi ? À travers les interviews, justement, de deux prochains intervenants, nous allons donner donc des éléments de réponse, mais aussi des solutions trouvées pour allier l'activité des exploitants de drones, mais aussi la sécurité civile et militaire. Donc, je laisse la main à Gersandre Bignon, donc délégué de la région Sud pour la FDC. Donc, à l'origine de ces deux interventions, vous les présenter et aussi faire justement leur interview. À toi, Gersandre. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, effectivement, on bascule sur deux cas que je pourrais plutôt déterminer de cas d'école. Donc, le premier, vis-à-vis de la préfecture, comment voler au sein de Paris et de sa région parisienne. C'est la raison pour laquelle on a demandé à Herveline Renaud-Fournier d'intervenir. Pour ceux qui sont connectés, peut-être le connaissez-vous, elle est à l'origine d'une pétition qui a été lancée il y a à peu près 2 ans, maintenant en 2021, suite au refus systématique de la préfecture de Paris à voler intramuros, avec un objectif a priori mettant en avant le fait que Paris est dans le cadre de la P23, donc une zone interdite pour ID 23, la 23e au niveau national. On va voir avec Herveline maintenant quelles sont les raisons de son engagement par rapport à toutes ces difficultés d'opérer à Paris et sa région. Et ensuite, on rencontrera également le major Alain, qui va nous expliquer toutes les mises en place pour obtenir des autorisations au sein de Toulon et donc de la P62, donc la zone interdite 62, et voir justement comment gère pour le coup la préfecture maritime toutes les demandes de dérogation et de vol au sein de cette zone interdite. Voilà, donc Herveline, je t'invite à te connecter, notamment à mettre ton micro en place et à te présenter, et on va voir au fur et à mesure. Tu m'entends? Tu nous entends? Oui, vous m'entendez? Ouais, très bien. Ouais, super. Bonsoir. Impeccable. Bon, bah, je te laisse te présenter. Oui, d'accord. Alors, moi, j'ai créé Adrenaline Prod, donc je suis gérante en 2014 avec mon associé Cédric Nussli, qui, lui, était déjà cadreur, monteur, réalisateur, un peu chef opérateur, donc vraiment un professionnel de l'image. Et on a créé ça en 2014. Moi, je viens de la communication pour avoir une structure qui communique énormément sur la captation aérienne, puisque c'était en plein essor à ce moment-là. Donc, Adrenaline existe depuis 9 ans. On est basé à Paris. On travaille de façon classique dans l'audiovisuel pour des clients très variés. Et on travaille partout en France, même en dehors de la France de temps en temps, et à Paris, bien sûr. Et jusqu'à... donc, je vais raconter mon expérience avec la préfecture de police de Paris. Jusqu'en janvier 2021, on a toujours réussi à réaliser des survols à Paris, donc de travailler normalement, même si c'est une préfecture qui est plus exigeante que la plupart de toutes les autres préfectures de France. Néanmoins, on arrivait à travailler de façon tout à fait correcte. Et après le Covid, après l'année de Covid et des confinements successifs, je fais une première demande de dérogation tout début janvier 2021 qui m'est refusée par la préfecture. Donc, je ne comprends pas très bien. Je leur demande des explications par téléphone. Je n'en ai pas plus que c'est comme ça. Nous-mêmes, on ne sait pas.
Et puis, j'envoie une demande également d'explication par mail à la personne qui avait signé l'arrêté, le refus. Et je n'ai pas de réponse. Et dans la foulée, la semaine d'après, je fais une deuxième demande pour un autre client et de nouveau refusé. Donc, suite à ces 2 refus, j'ai engagé une procédure auprès du tribunal administratif, un recours, très accessible pour le commun des mortels. Et j'étais totalement novice pour faire avancer le sujet et comprendre pourquoi tout d'un coup les demandes étaient refusées. En parallèle, j'ai contacté des confrères et je me suis aperçue que ce n'était pas que Adrenaline, que c'était tout le monde à Paris qui essuyait des refus depuis le début du mois de janvier. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. En fait, le courrier dont tu parlais, c'est des confrères qui l'avaient mis en place. Et quand je les ai contactés, il n'était pas encore envoyé. Donc, j'ai également signé. C'est un courrier qui a été adressé à la ville de Paris, à M. Gomez, qui est un petit peu le monsieur cinéma de la ville de Paris. Un courrier co-signé par une trentaine d'opérateurs de drones pour lui faire part de la situation, des refus de la préfecture et lui demander un soutien, puisque beaucoup de prises de vue sont pour le cinéma, pour la télé, les documentaires. Donc, dans ce courrier, on appuyait beaucoup sur cette corde-là, de la dimension ville de Paris, la capitale, la plus belle ville du monde, voilà, et le rayonnement à l'international. Bon, ce côté-là n'a rien donné. Je crois qu'il a eu un rendez-vous avec le CNC, mais voilà, il n'y a pas de retour concret. Pendant ce temps-là, moi, mon recours vivait sa vie au tribunal, mais c'est-à-dire que je n'avais pas d'informations. J'ai fini par prendre un avocat. Et puis, à force d'insistance, le tribunal a proposé une médiation, donc le mois de mars 2021. Et j'ai fini par rencontrer la préfecture, 2 personnes de la préfecture, en juillet 2021, avec un confrère. Du coup, j'ai élargi ma position d'Adrenaline à l'ensemble de la profession. Donc, j'ai proposé à un confrère de venir avec moi et nous avons rencontré la préfecture qui nous a dit qu'effectivement, c'était la nouvelle politique. Alors, pourquoi? Il n'y avait pas vraiment de raison parce qu'ils nous ont répondu en souriant pour des raisons terroristes, de menaces terroristes. Donc, il n'en est pas sorti grand-chose de cette médiation. Suite à ça, elle devait nous envoyer un mail officiel pour qu'on puisse le transférer à l'ensemble de la profession pour dire que la politique avait changé à Paris. Et puis, on n'a jamais reçu ce mail, malgré 4 relances du médiateur. Donc, voilà, la préfecture n'était quand même pas très conciliante, même dans la communication. Suite à ça, du coup, le recours est retourné au tribunal. Et puis, finalement, des échanges de mémoire avec le service contentieux, avec mon avocat, etc. Et finalement, donc 2 ans après, en mars, il y a eu enfin une audience et un jugement en ma faveur, puisque la préfecture a été condamnée à rembourser mes frais d'avocat, a été condamnée parce que le tribunal a jugé que les refus n'étaient pas motivés. Donc, c'était une première victoire. Donc, j'en ai bien sûr fait part. Il y a eu un article dans Hélico Micro pour médiatiser un petit peu ce jugement et l'ensemble de la profession pour leur… Parce que le problème, c'est que depuis 2 ans, surtout à la suite du Covid, il y avait de moins en moins de demandes de survol dans Paris. Donc, c'est le cercle vicieux qui fait qu'on ne pouvait plus solliciter la préfecture parce que nous-mêmes, nos clients le savaient et donc ne nous sollicitaient plus. Donc là, on relance en quelque sorte la machine et donc j'ai des confrères qui ont eu des demandes, qui en ont fait part à la préfecture et les refus sont motivés. Ils existent toujours, mais maintenant ils sont motivés. Alors parfois les refus prêtent à sourire. Donc la solution maintenant, c'est de faire, ça c'est sur les conseils de mon avocat, un référé liberté qui est jugé entre 24 et 48 heures par le tribunal administratif, suite à un refus précis, en lui demandant de suspendre le refus pour nous permettre de travailler. Alors, il y en a un qui l'a fait. Malheureusement, il faut faire très attention aux mots qu'on utilise parce qu'il a demandé la suppression de l'arrêté. Et le juge a dit que ce n'était pas dans ses compétences. Donc, il faut demander la suspension. Voilà.
C'est très important. D'accord. Donc aujourd'hui, on en est là, de l'état des lieux depuis 2 ans. Quand on regarde un peu dans le rétroviseur, on se dit, enfin moi je me dis, je pense que c'est pareil pour mes confrères, c'est qu'on espérait qu'avec le changement de préfet, est-ce que tout ça avait commencé sous le préfet l'allemand, Didier l'allemand, avec le préfet Nunes, ça allait changer. Alors au début, évidemment, ce n'est pas son premier dossier, on le comprenait bien. Donc on a été patient, on l'a laissé prendre son poste. Et puis finalement, on voit qu'il continue à refuser. Alors il y a peut-être un élément quand même nouveau, c'est que nous, notre analyse, c'est que ils ont refusé les survols dans Paris à partir de janvier 2021 parce que eux avaient été condamnés 2 fois par le tribunal administratif, dont la 2e fois, je crois, en décembre 2020, pour leurs survols illégaux de leurs propres drones. C'est ça. Pendant les confinements et pendant les manifestations. Or, maintenant, ils ont le droit de le faire depuis avril. Je n'ai plus la date exacte, mais ils ont le droit de le faire. Alors, est-ce que ça va changer la donne pour nous? Si on pense qu'on est lié effectivement à cette interdiction passée, cette autorisation présente, peut-être qu'on va pouvoir de nouveau travailler dans Paris. Tu penses qu'il y a une corrélation entre la loi sur la sécurité globale qui avait été retoquée et le vol accepté aujourd'hui par rapport aux drones de police? Alors, je ne sais pas, j'en ai pas la preuve, hein, c'est une supposition, mais force est de constater que les refus sont arrivés juste après leur condamnation. D'accord. Donc, et sachant qu'on a cherché par plusieurs moyens d'avoir des explications et qu'il n'y en avait pas. Et que même les agents à la préfecture, quand on les avait au téléphone, nous disaient nous, on continue à instruire les dossiers, ils sont systématiquement refusés. Et on sait pas pourquoi. Sachant qu'on a aussi vu depuis 2 ans que certains survols ont été autorisés, notamment à l'Élysée. Et bon, après, c'est toujours par des réseaux et par quelqu'un qui répète et qui est machin. Mais il semblerait que quand le président Macron dit, voilà, celui-ci, tu me l'autorises, ça se passe, quoi. Y compris pour de l'audiovisuel. On a eu l'exemple avec le film de Jean-Jacques Hano, Notre-Dame brûle. Exact, bien sûr. Les survols ont été autorisés et il semblerait que ça vienne directement de l'Élysée. Voilà. Donc, il y a une inégalité de traitement dans les demandes de dérogation qui est difficile à vivre. Hein. Et puis, parallèlement, il y a aussi les survols dits techniques qui sont plus ou moins autorisés, enfin, plutôt plus que moins d'ailleurs, par la préfecture de Paris. Et on a vu dans les échanges de mails également que même des survols techniques d'inspection dans des tunnels, par exemple, fermés au public, étaient également refusés. Alors, il se trouve que je pense que tu fais référence au dernier refus là, de notre frère. En fait, ce n'était pas technique, c'était pour la ville de Paris et c'était audiovisuel. Donc, là, c'était un bel exemple parce que effectivement, c'est dans un tunnel, donc qui était fermé au public, par un toit, et il y avait des risques qui étaient, c'est presque de l'ordre de 0. Il y avait zéro risque. Et effectivement, elle a été refusée pour, j'ai plus de mémoire, prise de contrôle par quelqu'un de malveillant du drone, quelque chose comme ça. Bon, on a Philippe, donc qui a levé la main. Philippe, Merci. Merci pour ce témoignage qui est super intéressant, cette longue histoire qui montre une ténacité impressionnante. Et donc, je pense que ce serait bien qu'on rediscute ensemble, alors avec moi ou d'autres personnes, mais au sein de la FPDC, pour essayer également d'apporter ce qu'on peut, nous, au niveau de la FPDC sur ce sujet. Avec plaisir. Sur les parties, le sujet audiovisuel ou technique, alors moi j'ai des retours d'expérience, je n'ai rien dit, mais des structures qui travaillent notamment pour le BTP ou des sociétés de ce type-là et qui font des prises de vue audiovisuelles et qui, travaillant pour ce type d'entreprise et de clients, les présentent comme des prestations techniques. Et donc, ça leur permet de plus facilement faire passer leur autorisation.
un peu en déguisant l'objectif. Donc, je voulais vous parler aussi du rendez-vous qu'on a eu avec Philippe Latombe. J'étais avec 2 personnes de la FPDC et également avec Bastien Mancini, qui est le président de l'ADIF, donc qui représente les constructeurs en France. Et le député qui connaît bien le sujet, Philippe Latombe, nous a dit le drone, c'est un traumatisme. C'est de l'ordre du traumatique. Voilà. Au niveau de la préfecture de police de Paris et au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est vraiment un sujet épineux, compliqué. Et malheureusement, je peux vous dire que ça ne va pas s'arranger avec l'approche des Jeux Olympiques et la préparation des Jeux Olympiques pour l'année prochaine. Il y a vraiment une terreur du drone. Il y a aussi un autre sujet, c'est que, comme on l'a dit, étant donné que la police a utilisé des drones pendant le confinement, et il y a une décision de justice qui leur a interdit de le faire, ça a provoqué chez eux un arrêt par la justice de l'utilisation du drone. Aujourd'hui, depuis peu, ils sont à nouveau autorisés à le faire dans des conditions très, très précises et très encadrées. Mais du coup, ils n'ont plus les équipes formées puisque les drones sont restés dans le placard pendant 2 ans. Donc, c'est un sujet compliqué pour eux. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une démarche, pas uniquement de dire il nous faut des autorisations, mais essayer de les rencontrer et de leur expliquer notre métier, leur expliquer également avec quel drone on intervient, quels sont les risques, que les drones évoluent, les drones d'hier ne sont pas les drones d'aujourd'hui, il n'y a pas les mêmes technos au niveau sécurité. Bref, qu'on communique et qu'on se comprenne un petit peu plus et qu'on essaye d'analyser avec eux. Alors, tout ça, c'est des belles paroles, je ne sais pas si on va y arriver, hein, mais qu'on essaie de comprendre un petit peu quels sont les ressorts des refus. Donc là, on est passé d'un problème, on va dire, technique et juridique où effectivement, les refus n'étaient pas motivés. Maintenant, comme l'a dit Herveline, ils sont très bien motivés, enfin très bien, ils sont motivés dans la forme. Après, au niveau du fond, j'en ai un sous les yeux, celui dont vous parliez tout à l'heure, un refus, qui dit « Les risques accidentogènes en cas de chute de votre drone ou d'une prise de contrôle de ce dernier par un tiers malveillant, attentat, ainsi que l'absence d'un but particulier d'intérêt général, à votre demande, ne permettent pas de vous accorder une dérogation. » Donc, c'est un refus. Et alors, il y a un point qui est assez étonnant, c'est l'absence d'un but particulier d'intérêt général. Donc ça, c'est, pour moi, on glisse sur un terrain qui est plus politique que technique. C'est plus de la sécurité, c'est ce que vous demandez n'est pas d'intérêt général, comme si faire des images et mettre en valeur Paris n'était pas d'intérêt général, c'est évident que ça l'est. Donc, il y a sûrement un travail à faire au niveau quasiment politique, dire on a besoin d'images par drone dans Paris et donc d'avoir une action auprès du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de Paris. Donc, ce rendez-vous, ce député nous a dit, je pense pouvoir vous mettre en relation avec quelqu'un au ministère de l'Intérieur et travailler sur ce sujet. Donc, suite au prochain numéro, on vous dira. D'accord. J'aimerais, Hervine, ouais, vas-y, de toute façon, je voulais que tu interviennes, donc j'interviendrai après toi. D'accord. Non, je voulais juste réagir par rapport à ce que vous disiez. Le travail, je dirais presque pédagogique que vous évoquez vis-à-vis de la préfecture et de notre métier. Moi, en tout cas, l'expérience que j'ai eue avec eux depuis 2 ans, et notamment par la médiation, où je les ai vus physiquement, parce que ces gens-là, on les a souvent qu'au téléphone ou par mail, je n'ai pas du tout senti d'ouverture sur notre métier, sur notre profession, sur l'intérêt. Tout ça, on l'a évoqué avec eux. Je les ai trouvés extrêmement fermés. Et même, j'allais dire, presque mal à l'aise, en fait. Donc, je ne sais pas. Oui, oui. Non, mais je pense qu'ils sont vraiment mal à l'aise par rapport au sujet.
et donc qui a ce besoin d'expliquer notre métier, de le mettre en valeur, et au besoin que ce soit fait par un ministre, par un chef de cabinet, enfin par quelqu'un qui a, entre guillemets, a aujourd'hui le pouvoir qu'il a, pour dire le drone, c'est un secteur d'activité, c'est un enjeu technologique, et de défendre tout ça de manière à ce que dans ces services, on prenne mieux en compte la dimension drone. Et il y a une conséquence qu'on a évoquée aussi de ces interdictions, c'est les survols illégaux. Parce que les opérateurs doivent travailler, il y en a qui n'hésitent pas à le faire sans autorisation. Donc ça, nous, on l'a évoqué aussi en face à face. Ça n'a pas l'air non plus de les déranger plus que ça, finalement. Et nous, on les voit. Hein. Enfin, on n'est pas en vigilie sur le truc, on n'est pas en train de surveiller, mais de temps en temps, on voit des survols complètement illégaux. Donc, c'est un vrai problème quand même. Je pense que effectivement, on doit lutter contre les vols illégaux et essayer de travailler pour pouvoir travailler de manière légale. Oui, c'est évident. Et de toute façon, les vols illégaux, ça fait partie des arguments à avancer. Heureusement, on n'a pas eu trop d'accidents jusqu'à présent, mais voilà. Je te laisse la parole, Gersan. Oui, je voulais juste réintervenir là-dessus parce que le problème, c'est que Herveline et tous les autres, et moi y compris d'ailleurs, quand on travaille à Paris et sa région parisienne, les dossiers présentés à la préfecture sont drastiques, comme l'a rappelé Herveline, mais surtout, nous sommes sanctionnés parce que nous respectons les règles. Et c'est là où est le réel problème, c'est-à-dire que ce sont ceux qui jouent le jeu au niveau de la réglementation, qui sont taxés de réaliser des prises de vue non essentielles, puisqu'il y avait aussi la rhétorique du Covid qui rentrait en jeu depuis le précédemment, alors que effectivement avant 2020 ou même 2021, on pouvait réaliser sans problème des missions de drone à Paris intramuros. Pour l'avoir vécu même post-attentat, j'ai dû justement remplir des dossiers incroyables, mais les vols ont été réalisés correctement et en toute connaissance de cause au niveau de la réglementation et dans les clous de la réglementation. Et donc, je pense qu'il y a un vrai souci de méconnaissance par rapport à cette réglementation, mais de la part des autorités mêmes. Et c'est là où, effectivement, alors je ne sais pas si la fédération est capable d'agir là-dessus, pourquoi pas, suite à ce webinaire, mais travailler sur une médiation et faire du prosélytisme, parce que ça relève de ça, et de la pédagogie, comme tu disais, Herveline, me semble inéluctable. Parce qu'on va voir justement la dernière partie avec le major Alain de la préfecture maritime de la P62. Ils ont mis en avant des opérations et des outils dédiés aux opérateurs de drones, qu'ils soient exploitants ou télépilotes directs, qui relèvent de la fluidité. Et je pense il faut absolument arriver à ce genre de solution. Et en sachant ne pas faire l'amalgame non plus entre la gestion faite par les autorités aériennes et militaires de la P23 qui, eux, normalement, donnent leur autorisation, et le blocage officiel de la préfecture de police de Paris. Parce que ce sont deux entités, il ne faut pas confondre les deux. C'est-à-dire que la P23, les gestionnaires de la P23 donnent leur autorisation, et tu vas peut-être me confirmer tout ça, Herveline. En revanche, c'est la préfecture qui bloque réellement. Je confirme. Herveline. Ouais, oui, je confirme. Oui, c'est la préfecture. Tous les dossiers qu'on présente, on a tous les gestionnaires qui… de toute façon, c'est le principe à Paris, c'est-à-dire qu'il faut amener un dossier complet avant qu'ils le regardent. Tout à fait. Donc, c'est éventuellement les voies navigables de France, les espaces verts, les protocoles avec les aéroports, les gestionnaires. Voilà. Donc, effectivement, on leur apporte un dossier complet avec tous les accords des uns et des autres. Et malgré tout, j'ai eu les VNF. J'ai parti une demande aujourd'hui, donc on verra ce que ça donne. J'ai eu les VNF au téléphone et elle me dit, je suis désespérée parce que moi, je fais le travail 2 fois. Oui, c'est ça. Je vous donne d'abord l'accord à vous et après la préfecture me redemande et pour finir, pour vous dire non. Tout à fait.
Ça fait 2 donc, ans. c'est ça. Et ça fait 2 ans que c'est dur. Nous sommes d'accord. Est-ce que tu peux nous parler aussi de cette histoire de no-flying zone? Parce qu'il me semble aussi qu'il y a une no-flying zone maintenant qui est peut-être mise en place sur la zone de Paris. C'est-à-dire que les constructeurs auraient eu la possibilité justement de verrouiller la zone de Paris à travers leur firmware et leur software. Est-ce que tu confirmes ça ou pas? Ou je t'ai perdu? Je ne sais pas du tout. Est-ce qui permettrait quoi? Eh bien, a priori, de bloquer justement, je vois un chat, une no-flying zone DJI, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Laurent Sergent vient de dire ça. Bien. Et ça, apparemment, en fait, c'est une conséquence, a priori, du pas vu, pas pris. Enfin, ce que j'appelle, moi, la vue, pas pris, c'est-à-dire les opérateurs qui font fi des autorisations ou des refus d'autorisation. Ok, donc là, je vois SAS, Manta, oui, c'est DJI, sûrement. Voilà. Mais après, on peut toujours demander une dérogation, mais effectivement, sans l'autorisation officielle de la préfecture de police de Paris, ça va être toujours compliqué. C'est sûr. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Herveline, sur ce point? Non, écoutez, voilà, on a hâte que tout ça se débloque et qu'on revienne à une situation normale pour travailler, parce que moi, je suis complètement à votre disposition pour travailler avec vous, hein, Philippe, auprès d'un tiers peut-être politique, effectivement, qui aurait une forme d'autorité et qui pourrait plaider en notre faveur. Volontiers. Utiliser toutes les voies. Moi, je continuerai, si j'ai des demandes et si elles sont refusées, à utiliser la voie juridique. Et puis voilà, je suis ouverte pour travailler avec tout le monde. Mais c'est vrai que c'est très compliqué et c'est désespérant parce qu'après le Covid, 2 ans sans pouvoir travailler à Paris. Voilà. Et je vous avoue qu'avec certains confrères, on se dit qu'on est à 2 doigts de porter plainte, en fait, parce que pour avoir des dommages et intérêts, parce qu'il y a un moment. Il y a eu un manque à gagner. Tu peux chiffrer le manque à gagner à peu près ou pas, pour donner un ordre d'idée à nos téléspectateurs ou... J'ai pas entendu ta question. Pardon, est-ce que tu peux donner un chiffre de manque à gagner, l'impact économique que ça a pu avoir? Alors, moi, je sais pas. Sur l'ensemble de la profession, j'en ai aucune idée, mais moi, me concernant, en 2021, j'ai dû perdre 30 000 euros sur Paris. Ce qui est beaucoup pour moi. Donc, bien sûr, c'est beaucoup. Bien évidemment. Merci Herveline, pardon, pour ton superbe témoignage. De prendre en considération ce fameux témoignage d'Herveline. On va essayer de passer sur une note, comment dirais-je, un peu plus, pas festive, mais positive, pardon. Positive, avec justement des solutions adéquates qui ont été trouvées notamment via la P62, en intelligence, donc travailler en bonne intelligence également avec la préfecture de Toulon. Et nous allons demander maintenant au Major Alain d'intervenir. Donc le Major Alain est membre de la... Alors là, je vais me faire avoir, mais pour le coup, peut-être le Major va nous expliquer de sa section ou du SecMed, voilà, pouvoir nous donner une information là-dessus, se présenter et voir quels sont les outils qui ont été mis en œuvre pour permettre à tous les exploitants et télépilotes de drones de travailler en bonne intelligence avec justement les autorités de la P62. Bonsoir, Major. Et merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis le Major Alain. Je travaille donc, comme ça a été dit, à la préfecture maritime de Toulon et je suis en poste au bureau prise de vue aérienne. Voilà, nous sommes 2 réservistes à travailler dans ce poste. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie de notre travail consiste à instruire les dossiers de demande de dérogation pour des survols avec prise de vue en P62. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la P62, c'est une zone interdite, ça tout le monde le sait, maintenant tout le monde l'a compris. Alors, c'est interdit pourquoi? Parce que dans cette zone, on trouve une très grande concentration d'installations militaires sensibles, voire très sensibles. Pour rappel, le plus connu, c'est le port militaire de Toulon. Et pour info, le port militaire de Toulon, c'est le premier port européen.
Voilà, donc, l'autorité militaire de la P62 a deux missions principales par rapport au webinaire. Hein. Donc, la première mission, c'est d'assurer la protection de ces installations militaires par rapport aux vecteurs drones. Et la deuxième mission, c'est la gestion aérienne de la zone. Voilà, donc pour faire ça, on va agir sur trois leviers en fait. Le premier, c'est protéger la zone. Donc avec l'installation, il y a 4 ans, de détecteurs de drones qui nous ont permis d'avoir une photographie complète de ce qui volait dans la zone. Hein, alors là, on a tout de suite fait la différence entre ce qui vole sans autorisation et ce qui vole avec autorisation. Là, ça a été net, il n'y a plus de discussion. Voilà, depuis, ces systèmes ont été complétés par d'autres qui nous permettent une interaction avec les forces de sécurité intérieure. Voilà, donc le but, c'est de mettre doucement la pression, si vous voulez, sur les télépilotes qui sont allergiques aux règles et aussi les télépilotes qui sont malveillants. Voilà, donc le but, c'est de mettre la pression sur ces gens-là. Et de dire, voilà, ça c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est qu'à Toulon, on a une approche un peu différente. Ça veut dire qu'on comprend les besoins du tissu économique local. Donc, et on sait également que le drone, depuis 4-5 ans, l'utilisation du drone explose et qu'on en a besoin dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Il est utilisé dans tous les domaines, que ce soit donc le BTP, comme on l'a dit tout à l'heure, le rayonnement, les médias, etc., etc. Donc, nous, pour participer à ça, on a un dossier de dérogation. Voilà, pour voler, il vous faut l'accord du gestionnaire aéro de la zone de Toulon. Pour avoir cet accord, eh ben, il faut remplir un dossier de dérogation. Donc, le dossier de dérogation, il est relativement simple. On évite de faire la surcharge administrative. Il y a un certain nombre de pièces qui doivent être transmises, notamment la carte d'identité ou la photocopie de la carte d'identité ou du passeport. On doit avoir, bien sûr, les assurances concernant les drones utilisés. On doit avoir un CABIS pour l'entreprise ou un numéro INSEE pour un auto-entrepreneur. Vous allez retrouver la déclaration préalable que vous générez sur les plateformes Alpha Tango ou autres, l'extrait du registre aéronef et le document principal du dossier de dérogation, qui est une convention. Cette convention, elle est signée entre le télépilote qui va effectuer la mission et l'autorité gestionnaire de la zone. C'est un document de 4 pages qu'on paraphe et qu'on remplit, qui, pour nous indique qui va voler, comment il va voler, avec quoi il va voler, quand il va voler et pour qui il va voler. Voilà. Et en même temps, pour le télépilote, ça lui rappelle les règles d'utilisation de son drone pour effectuer la mission. Voilà. Donc, cette convention, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la pièce centrale. Cette convention, elle est valable pour 4 jours. Bon, ça, c'est ce qu'on a décidé à Toulon. C'est ce qu'on appelle une convention classique. C'est valable pour un vol de 1 à 4 jours. Voilà. Donc, ça permet, notamment en fonction des aléas météo, de glisser la mission sur 1 ou 2 journées et ça permet aux gestionnaires aéros de ne pas trop non plus saturer l'espace aérien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait à Toulon? Depuis longtemps, on travaille avec les télépilotes et les professionnels et on connaît le terrain. Voilà. Donc, on a vu que la convention qu'on signait ensemble pour 4 jours, ce n'était pas forcément suffisant pour les missions effectuées. Certains télépilotes professionnels avaient besoin de travailler sur un temps plus long. Et pour éviter, donc, nous, les surcharges administratives, on le déteste tous, et nous et vous. Donc, ce qu'on a fait, on a complété cette convention classique pour une mission de 1 à 4 jours par 2 autres types de conventions. On a une deuxième convention qu'on va trouver pour des missions de 3 mois. Notamment, là, on a signé une convention de 3 mois avec un archéologue pour effectuer des fouilles archéologiques sur un chantier. Ça lui permet de suivre pendant 3 mois son chantier. Et comme ça, il a une correspondance directe avec le gestionnaire aéro de la zone. Et ensuite, on a une 3e convention qui est là, elle, valable de jusqu'à 2 ans de mission. Alors, c'est des conventions qu'on signe, par exemple, là, on en a signé une avec le réseau de transport d'électricité, RTE,
hein, pour la surveillance des câbles, des lignes à haute tension et notamment des pylônes. Et on a signé une convention longue durée de 2 ans avec un pilote professionnel pour couvrir le chantier de l'autoroute A57 à Toulon. Vous voyez, voilà, ça c'est vraiment parce qu'on écoute les télépilotes et on a l'habitude du terrain et on trouve une sorte de compromis pour éviter la surcharge administrative. Voilà, le troisième levier, c'est le contrôle. À Toulon, on a donc des observateurs qui se déplacent avec le télépilote quand la mission est acceptée par le gestionnaire aéro. Et ça permet en même temps de s'assurer que le télépilote effectue sa mission dans les règles de la convention et conformément à ce qui a été demandé. Voilà. Donc, c'est vraiment la combinaison de ces trois clés qui nous permettent, dans la P62, de travailler en bonne intelligence avec les besoins des différents acteurs de la zone. Donc, les besoins de l'activité de défense, les besoins du secteur professionnel du drone et surtout les besoins d'être en conformité avec la réglementation de la P62. Voilà. De fait, Major, vous avez comment est-ce que vous êtes arrivé à ce genre d'outils justement pour générer autant de facilité et de fluidité dans les autorisations? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça a été mis en place aussi grâce à l'accord du gestionnaire aéro. Hein, on ne fait rien sans l'accord de l'autorité militaire. Donc, nous, c'est vraiment, en fait, on est arrivé à ça parce qu'on a une bonne connaissance du terrain. Quand je dis le terrain, on connaît parfaitement nos zones, hein, et en plus, et aussi, on connaît le drone. On connaît le métier de télépilote et on connaît le drone. Donc, ça permet vraiment de faire des remontées de terrain et d'expliquer les besoins des uns et des autres et de trouver une corrélation entre le besoin des uns et des autres. Et justement, d'arriver à travailler en bonne intelligence en fonction des besoins de chacun. D'accord. Mais vous êtes vous-même télépilote? Non, je ne suis pas télépilote. Non. Non, moi, j'ai une partie du travail, comme j'ai dit tout à l'heure. Une partie, c'est l'instruction des dossiers de dérogation. Et l'autre partie, c'est de la lutte anti-drone. Voilà, donc dans la lutte anti-drone, on a 2 vecteurs. Hein. On a le vecteur détection et on a le vecteur brouillage. Donc là, par contre, le vecteur brouillage, je n'en parlerai pas pour des raisons de confidentialité. Et en plus, ce n'est pas l'objet du webinaire du jour. Du débat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement sur place une fois que le télépilote a ses autorisations au niveau opérationnel? Vous pouvez nous donner 2-3 informations sur… Oui, alors, je ferai une petite parenthèse hein, sur… des fois, on reçoit des mails en disant, voilà, je vais voler à tel endroit, à telle zone, à telle hauteur. Non, ça ne marche pas. Hein, à Toulon, pour voler, vous faites un dossier de dérogation et ce n'est pas parce que vous envoyez les pièces du dossier de dérogation que ça y est, vous avez l'autorisation de vol. Ça, c'est clair. C'est non. Donc, vous ne volez que lorsque vous avez le message d'autorisation de vol du gestionnaire aéro. Voilà. Donc, auparavant, nous, on va instruire votre dossier. On est là également pour aider les télépilotes professionnels à instruire leur dossier, à le compléter. Hein. Et ensuite, nous, on va donc, ça passe dans les différents tuyaux. Hein, et en bout de chaîne, c'est l'autorité militaire qui va accorder le vol ou pas. À partir du moment où il accorde le vol, donc ça veut dire qu'il signe la dérogation, il dit « OK, pour moi, ce vol, il est conforme, la mission est conforme, j'accepte le vol ». À partir de là, le gestionnaire aéro de la zone, lui, va éditer un message hein, qui vous autorise le vol en conditions réelles avec les besoins de la zone. Voilà. Et donc, ça veut dire, en termes de délai d'autorisation, il faut compter combien pour un télépilote? Une fois qu'il a rempli toutes les conventions et fait correctement les… Voilà, à partir du moment où on a reçu toutes les pièces du dossier, hein, donc à partir de là, il faut compter une dizaine de jours pour avoir le feu vert. Voilà, ça c'est un dossier classique, on va dire. Voilà. Après, il y a les dossiers, on va dire entre guillemets, urgents. Donc là, on sait faire en 3-4 jours pour des besoins opérationnels ou vraiment des besoins médias très, très, très importants. D'accord. Et sur place, donc au niveau opérationnel, comment est-ce que vous gérez les vols? Est-ce que vous laissez libre le télépilote une fois qu'il arrive à Toulon ou ailleurs? Mais on va parler de Toulon.
ou est-ce que vous l'accompagnez? Comment ça se passe au niveau opérationnel? Alors en fait, donc nous on a des observateurs, on est deux, hein, on se répartit un peu les missions. Donc on va se déplacer en fonction de la mission qui est effectuée. En fait, on ne va pas se déplacer systématiquement. Ce qui est important, c'est de la mission et surtout, vous comprenez bien, le lieu où on va se trouver dans la zone. Le lieu, bien sûr. Hein, parce que vous parliez tout à l'heure des no-fly zones qui est propre à DJI et nous, on a ce qu'on appelle les ICAD. Alors, les ICAD, c'est quoi? C'est une zone interdite de captation aérienne de données. Voilà. Donc, ça, c'est en gros, c'est les zones militaires. Voilà. Si vous voulez prendre des images des zones militaires, vous êtes sur des ICAD et là, vous n'avez pas l'autorisation de prendre les images. Ça, c'est plus du ressort de la P62 et donc de notre bureau prise de vue aérienne, c'est du ressort d'un bureau à Paris. Hein, c'est une entité qui s'appelle la Direction de la protection des installations militaires et des moyens de défense. Voilà. Donc, en gros, si vous voulez voler en ZICAD, prendre des images en ZICAD, il faut compter 2 mois de délai avec un dossier qui est relativement conséquent. Si vous voulez en P62, vous avez bien compris que c'est donc à peu près 10 jours pour avoir un feu vert. Et à partir du moment où vous avez un feu vert, nous, on va prendre contact avec le télépilote pour convenir d'un lieu de rendez-vous pour lui expliquer ce qu'on va faire. Donc, dans ces cas-là, à partir du moment où le télépilote a un feu vert, on te rejoint pour effectuer la mission au jour décidé. Et nous, là, on va faire un petit rappel au télépilote hein, pour lui rappeler les règles de la P62, les règles qu'il a signées donc, dans sa convention. Hein, et à partir de là, on va s'assurer des images qui sont prises. Alors, on n'est pas, en gros, des commissaires politiques. Hein. L'essentiel, c'est, si vous voulez, c'est que nous, on ait l'assurance que nos zones soient protégées, voilà, et qu'on ait l'assurance des images qui soient prises. Voilà. À partir de là, nous, on laisse le télépilote travailler. On va simplement lui indiquer, parce qu'on est des professionnels et qu'on connaît notre secteur par cœur, on va simplement lui indiquer qu'il est dans une zone où il n'y a aucun souci pour prendre des images, hein, voilà. Ou alors, on va lui dire, attention, on n'est pas loin d'une ZICAD, donc d'une zone interdite de captation aérienne et de données. Et on va lui dire, voilà, on peut monter à telle hauteur, le capteur doit être dirigé comme ça, et ainsi de suite. Voilà, on est aussi là pour conseiller le télépilote, afin qu'il évite d'être dans une zone ou de se retrouver en situation délicate avec son drone. Donc, c'est une comment dirais-je, une inspection en temps réel des données filmées, puisque vous êtes présent. Voilà, vous contrôlez en temps réel avec une double commande et un double écran surtout. Alors voilà, comme ça, vous voyez en direct ce que le télépilote… On a visu en général sur l'écran du télépilote hein, et ça permet au télépilote après de gagner du temps parce qu'on va tout de suite lui dire, voilà, écoute, là, attention, dans cette zone, ta limite droite, ça sera ça, ta limite gauche, c'est ça, tu peux capter tes images là et ainsi de suite. Voilà. Et on l'aide en fait dans sa mission, ça lui permet de gagner du temps et surtout d'éviter de perdre du temps après pour effacer certaines images, etc. Donc, vraiment, on se déplace. On a vraiment, on est observateur, mais on a un rôle de conseil aussi. On est là pour aider à la géographie, en fait, pour lui permettre de bien comprendre où il se situe dans la P62 et où sont les installations sensibles. Comment faites-vous avec les catégories ouvertes? Parce que comme on est en plein glissement, on est en transition réglementaire. Donc là, nous sommes d'accord, c'est plutôt du S3, puisqu'on reste en agglomération, zone peuplée en tout cas. De fait, il faut être télépilote professionnel. Donc être détenteur également d'une assurance de responsabilité civile aérienne. Comment faites-vous avec le décalage entre les lieux des scénarios nationaux et les risques avec la catégorie ouverte? Pardon. Alors, je suis en train de m'étouffer. Alors, encore une fois, hein, le télépilote est responsable de l'utilisation de son drone. Ça, faut bien, nous, on se soustrait pas ça, c'est le télépilote qui est responsable de l'utilisation de son drone et donc de la zone où il se trouve. Nous, si on s'aperçoit qu'effectivement le télépilote, pour le besoin de l'image, va venir reculer son drone et se retrouver au-dessus d'une route, voilà. Après, c'est encore une fois, on regarde où on est, ce qui se passe dans la zone,
et qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Et dans ces cas-là, on intervient auprès du télépilote en disant attention, là, tu n'as pas à être là avec ton drone. Donc, tu reviens au-dessus d'une zone qui ne représente pas de danger. De toute façon, on ne parle que, parce que je vois le chat, les télépilotes dits loisirs ou catégorie verte pure ne sont pas intégrés à la zone P62. De toute façon, nous sommes d'accord. Il faut absolument être. Alors, pour la P62, que ça soit clair pour tout le monde, c'est pas du drone. On ne parle pas de drone de loisir. On ne parle que du drone professionnel. Hein. Ça, vraiment, il faut l'écarter. Le drone de loisir, c'est non. On est dans une zone interdite. Voilà. On ne parle que du drone professionnel. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres informations à nous donner concernant la gestion? Donc, on mettra, si vous le souhaitez, si vous les remettez, pardon, tous les liens nécessaires aux demandes d'autorisation spécifiques liées à la P62 et même l'intégralité des zones. Donc, parce qu'on a la P62, la P48, la P227L et 230N. C'est des zones qui sont sous la responsabilité de l'autorité militaire de Toulon. Hein, donc, pour illustrer tout ce que je viens de dire, les télépilotes peuvent se rendre sur le site de la préfecture maritime de Toulon, hein, dans l'onglet info pratique, vous allez retrouver un lien. Tous les thèmes abordés, toutes les explications que je viens de vous donner, et une photographie complète de la zone et des différentes zones qui sont sous la responsabilité de l'autorité militaire, et avec les documents, donc la convention dite classique pour de 1 à 4 jours, et différentes informations comme quelles sont les pièces à fournir pour le dossier de dérogation. De toute façon, on mettra les liens de la préfecture maritime de Toulon pour justement retrouver toutes les infos pratiques et que chaque télépilote professionnel puisse retrouver sans problème. Philippe? Oui, merci Major Alain pour déjà la démarche que vous avez adoptée pour la filière. C'est un vrai soutien. Je pense que vous devriez peut-être faire une formation pour la P23 et peut-être à d'autres zones de ce type-là pour leur expliquer comment on fait. Non, je plaisante. Et j'avais une question sur justement par rapport à la P23. Est-ce que vous portez attention à la nature des dossiers, à la nature des activités objet de la prestation, puisqu'on voit que sur Paris, une prestation technique d'inspection d'un pont, elle va être acceptée. Une prise de vue pour un film, elle a des chances d'être refusée. Est-ce que vous portez attention à la nature de l'opération ou uniquement au contour technique? Non, bien sûr. En fait, nous, on est zone interdite par arrêté de 2017. L'arrêté, il est clair. Il est clair. Donc maintenant, après, on en fait une lecture un peu différente, en fait. Hein, voilà, pour être honnête. Donc, nous, ça reste une zone interdite. Maintenant, toutes les missions ne sont pas acceptées à Toulon. Encore une fois, le dossier de dérogation, c'est pas parce qu'on fait un dossier de dérogation à Toulon qu'on aura le feu vert pour voler. C'est clair. Toutes les missions ne sont pas accordées. Ça, c'est sûr. Je prends un exemple, je peux vous le dire. Donc, on n'autorise pas les vols pour de la gestion locative, de la vente d'appartements, des biens commerciaux, etc., etc. Voilà. D'accord. Ça, c'est clair. On vous dira non. Ça, c'est sûr. D'accord. Donc, il y a également une distinction en fonction de la nature. On est obligé. C'est une zone interdite. Maintenant, on ouvre quand même le spectre et le spectre est relativement large. D'accord. Très bien. J'espère. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais enfin voilà. Oui, vous avez tout à fait répondu. Il ne faut vraiment. Et après, la question, je pense, pour votre zone interdite et d'autres, c'est en fait la difficulté pour l'exploitant de drone, c'est avant de réaliser une opération et puis dans la gestion de son entreprise, en fait, de travailler quelque part avec éventuellement des non-dits avant qu'on ait posé la question. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait présenté un dossier, par exemple dans le domaine de l'immobilier que vous évoquez, il va falloir que je dépose un dossier pour savoir que c'est refusé. À Paris, il va falloir que je dépose un dossier audiovisuel pour savoir que c'est refusé.
Donc, ce qui est un peu compliqué, c'est pour l'exploitant, c'est la communication sur réellement ce qu'il va pouvoir faire et ce qu'il va pouvoir, très prosaïquement, vendre à un client ou pas dans telle ou telle zone. Bien sûr, bien sûr. C'est toujours le même problème. Il y en a qui vont considérer certaines personnes vont dire on en fait trop, d'autres vont dire on n'en fait pas assez. C'est toujours le point d'équilibre. Je pense qu'à Toulon, avec le retour d'expérience, ça fait quand même maintenant 4 ans qu'on met ça en place, on a de bonnes remontées. Voilà, on a trouvé un point d'équilibre et il y aura toujours des mécontents, bien sûr, hein, mais on vole dans un cadre réglementaire avec un contrôle et après, c'est toujours pareil. Hein, vous voyez, il n'y a pas longtemps, je vais donner un exemple. Hein, j'ai couvert une opération avec un télépilote qui a eu l'autorisation des gestionnaires aéros de voler sur une manifestation sportive. Et au bout de 20 minutes de vol, à 10 mètres de son drone, il y en avait un autre. Voilà. Donc moi, j'étais sur place, j'ai réussi à trouver le télépilote. Et effectivement, le télépilote venait voler sans autorisation, lui. Donc, je l'ai fait, il a posé son drone parce que je lui ai expliqué qui j'étais et je lui ai dit, voilà, 2 solutions maintenant, où j'appelle la gendarmerie ou vous rentrez chez vous et terminé. Mais lui, il volait sans autorisation. Très bien. Donc, à Toulon, c'est un facteur qui prend aussi en compte. On ne l'encourage pas, on le contrôle, on a la détection, on sait qui vole. Mais en attendant, la brique, si vous voulez, avec l'intervention des forces de sécurité intérieure, elle n'est pas encore, on va dire, complète. Ce n'est pas encore systématique et n'ont pas toujours le temps de faire ce genre de mission. Très bien. En tout cas, merci d'être intervenu. Je voudrais juste rajouter une chose et ne pas faire de confusion beaucoup trop hâtive entre les gestionnaires des zones interdites et les préfectures de police, qui sont 2 entités bien distinctes. Et pour en revenir avec la question de la P23, ce n'est pas la P23 qui bloque, c'est réellement la préfecture de police de Paris. Donc, parce que généralement, et ça, Erwin, je parle sous ton contrôle, ou même sous le contrôle des télépilotes qui ont l'habitude de travailler à Paris, ou qui avaient l'habitude de travailler à Paris, la P23 n'a jamais donné de refus. On n'a pas reçu de refus. En revanche, la procédure telle qu'elle existe de manière opérationnelle, mise en place par la P62, n'est pas aussi développée en P23. En revanche, on a… Donc ça, c'est une chose, la première chose. Mais donc la P23 n'a a priori jamais donné de refus disant que les télépilotes de drone ne pouvaient pas voler en P23. C'est important de dire ça parce que le refus vient de la préfecture de police. Et là, j'ai l'impression, maintenant je parle sous le contrôle du major Alain, que la préfecture de police de Toulon et parfois même de hier travaillent en bonne intelligence avec vous, gestionnaire de la P62. Est-ce que c'est le cas, major? Oui, alors pour faire simple, sur la P62, c'est la même autorité. Ça veut dire que le gestionnaire de la zone aérienne et celui qui donne l'accord pour les dossiers de dérogation, c'est la même personne. Parce que, en fait, quand vous générez une déclaration préalable sur un site comme Alpha Tango, elle va envoyer votre demande sur la préfecture terrestre de Toulon. La préfecture terrestre de Toulon va transmettre l'information à la préfecture maritime qui a la responsabilité de la gestion aérienne de la zone. Donc, en fait, nous, à Toulon, pour la P62, on a un seul interlocuteur. Voilà. Il faut bien comprendre, c'est la préfecture maritime de Toulon qui s'assure du contrôle de la gestion aérienne de la zone, mais en même temps, qui instruit des dossiers de dérogation, de survol, de prise de vue avec drone. Extra. OK. Hier, c'est encore une autre zone. Major. C'est une zone hier, c'est une zone encore autre chose. C'est encore une autre zone. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres demandes, mes chers internautes? Double commande. Est-ce que c'est OK pour vous? Major, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur votre intervention? Non, je n'ai rien à rajouter.
Très bien. Merci infiniment de votre intervention et merci à tous et à toutes. Jérôme, je te laisse la main. Oui, alors je reprends la main pour clôturer en tout cas ce webinaire. Comme vous le voyez, hein, c'est vrai que enfin, l'art de déclarer, de faire ces déclarations, on peut en parler pendant des heures. Nous, ce qu'on veut vous faire transmettre, en tout cas au niveau de la FPDC, voilà, c'est surtout, comme on vous a dit, là, en tant qu'exploitant, on a aussi des devoirs. On a des devoirs en tout cas de se former, de se remettre à jour en tout cas de notre réglementation. On a aussi la possibilité, à travers des outils, d'avoir des aides et justement de sécuriser encore plus nos vols, parce que c'est bien le but, hein, c'est surtout de sécuriser et de ne pas créer d'accidents. Bien entendu, on peut voir que oui, comme on l'a vu à travers ces échanges, on peut avoir aussi, même si on fait tout bien dans l'ordre des choses, on peut aussi avoir des problématiques et avoir ses vols refusés. Mais à l'inverse, et c'est aussi un espoir quelque part pour la zone P23 de Paris, on voit que sur d'autres zones comme la P62 à Toulon, comme quoi on arrive à concilier, même si tout n'est pas accepté, on arrive quand même à faire la part des choses et à pouvoir mettre des procédures en place. Donc j'ai envie de dire, pour l'avenir, c'est un bel optimisme. Avant de conclure ce webinaire, je tenais juste à vous redire que donc ce webinaire est le dernier de la saison. Par contre, on va mettre des choses en place durant cet été pour pouvoir mettre en avant nos adhérents. Donc voilà, notamment à travers l'annuaire qui est déjà en place. Donc si vous n'êtes pas adhérent à la FPDC, je vous invite en tout cas à venir nous rejoindre. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal de sujets en tout cas à aborder. Voilà, et on va terminer par un ensemble de questions-réponses, notamment. Alors là, j'appelle aussi, alors je ne sais pas si Sébastien Bordet est encore est encore présent avec nous, mais notamment, c'est vrai qu'on a eu des questions qui ont été posées donc à travers le chat, mais aussi à travers le formulaire d'inscription. Donc voilà, je vous invite, on va essayer de réactiver les micros et si vous avez des questions à poser, en tout cas à nos intervenants, voilà, on a 5 minutes en tout cas pour pouvoir le faire. Jamil, tu peux remettre les micros? Tout le monde est parti. Hop, voilà, alors moi je vais récupérer le petit dossier et notamment… Je ne sais pas si on m'entend, mais ouais, je crois que bon. j'ai remis les micros. Donc, on a eu des questions, notamment sur la partie inscription, où on nous demandait en fait s'il était possible de faire du survol de personnes, si ces personnes-là sont en tout cas bien protégées, notamment avec des casques de moto. Donc oui, c'est quelque chose qui est abordé dans la réglementation et une personne qui est protégée, qui a les moyens de se protéger, aura la possibilité en tout cas de le faire. Voilà. Ensuite, on a eu d'autres questions aussi sur la possibilité, notamment en S3, et l'obligation, en tout cas, ou non pour les mairies de faire un arrêté d'occupation des lieux. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est si la mairie vous impose l'arrêté, vous serez obligé d'avoir un arrêté, et s'il est payant, il y aura aussi des frais, en tout cas, à fournir. Voilà. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent poser des questions. On a un Non, pardon, pense que c'est tout bon. Ah oui. Quelles sont les étapes les plus importantes à effectuer avant mon premier vol pro? Déjà s'enregistrer sur Alpha Tango, avoir un profil Alpha Tango et puis ensuite contracter une assurance responsabilité civile aérienne, créer son annexe manuel d'exploitation dont vous trouverez les canevas sur le ministère de l'écologie. Et après, faire appel soit aux différentes applications, USpacekeeper, Clearance, ou la troisième, Jérôme, c'était quoi? Fly. De quoi? Fly. La troisième. Flyby. Puis c'est appliquer la formation basique pratique, quoi. Oui, non, mais là, apparemment, il est déjà professionnel. Donc, il a déjà fait une formation pratique, en tout cas, j'espère. Donc, CATT plus formation pratique, effectivement. Et ensuite, réaliser toutes les demandes d'autorisation et surtout respecter le millefeuille administratif dont il sera tributaire en fonction du lieu de sa mission, en attendant de passer aux catégories européennes et donc de son risque, des risques encourus vis-à-vis des tiers.
Bon. Est-ce que Ok, c'est tout bon, bah, pour, ça a l'air d'être bon. ok, bon, bah, très, très bien, en tout cas. Bah, on va clôturer en tout cas ce webinaire qui aura presque duré 2 heures pour le coup. Donc, bah, je vous remercie à tous, en tout cas à nos intervenants pour leur participation. Donc voilà, je fais juste un rappel, mais donc merci donc à Sébastien Bordet, directeur du Centre national de formation au métier de demain, à Éléonore Vernier-Séguier, donc responsable réglementation et cybersécurité chez Instadrone et délégué autorisation aussi à la FPDC. De Pascal Ball, ingénieur commercial chez InnovaTM, Herveline Renaud-Fournier, gérante d'Adrenaline Prod, pour son retour sur la région de Paris, et bien entendu le Major Alain de la Marine nationale pour toutes les explications qui ont été mises en place sur la zone P62. Et merci donc aussi à Gersandre Vignon de m'avoir accompagné sur ce webinaire, et je vous donne rendez-vous donc au prochain webinaire qui aura lieu en octobre. Et merci à Philippe Bouyadis de nous soutenir. Bonne fin de journée. Au revoir.